Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec Alexandre Pract-Fourcade à ma droite et Marc Houllier à ma gauche, tous les deux cofondateurs de Corporatings, et puis Astrid Montagnier, associée normes comptables et reporting chez KPMG. Alors, nous avons réuni des expertises complémentaires avec d'un côté KPMG qui a l'expérience de la revue des reportings avant leur dépôt, mais aussi une vision transverse du processus de production d'informations financières. Et d'un autre côté, Corporatings, qui analyse la qualité des données post-dépôt. L'objectif de ce webinaire est triple. Partager des éléments de débriefing de la campagne de dépôt SF qui vient, je le rappelais, de se terminer le 30 avril. Et il y a cette année de réelles améliorations dans la qualité des données déposées, même si évidemment les processus ne sont pas encore complètement au niveau. Deuxième objectif, c'est montrer les capacités de benchmark qui sont maintenant disponibles avec 3 années de recul pour les données des états primaires et 2 ans au niveau du balisage des notes annexes. Et le troisième objectif, c'est de montrer en quoi la digitalisation des données financières va de pair avec une amélioration de la conformité des états financiers. Elle permet en effet de mieux discerner en amont du dépôt des imprécisions qui pourraient être ainsi corrigées, mais elle permet aussi post-dépôt de faire des contrôles transverses qui vont nécessairement tirer la qualité vers le chemin haut. Et puis on conclura sur les évolutions qui vous attendent à brève échéance dans le domaine de la digitalisation de l'information financière, mais aussi extra-financière. Alors sans plus tarder, je vais passer la parole à Astrid qui va partager avec nous les enseignements de la campagne 2023. Merci Xavier. Alors effectivement, si on commence par une rétrospective donc de cette dernière campagne de dépôt, et déjà de façon très générale, ce qu'on a voulu voir, c'est est-ce que globalement cet exercice ESEF s'est globalement mieux passé que la campagne précédente. Et je pense qu'on est tous assez unanimes pour dire que oui, globalement, ça s'est vraiment mieux passé que la campagne précédente, avec de grosses améliorations, notamment au niveau des fonctionnalités des outils de production. Qui se sont, donc les fonctionnalités qui se sont largement améliorées au niveau de l'exhaustivité des calculs, et on va le voir dans un instant, ces calculs XBRL, c'est vraiment la pierre angulaire de la qualité des données au niveau des données détaillées, et aussi au niveau de la lisibilité des contenus, on y reviendra tout à l'heure, c'est beaucoup mieux que ce qu'on pouvait avoir les années précédentes. Donc il y a de très bonnes améliorations au niveau des rendus en fait des reporting électroniques. Donc ça c'est au niveau des outils. Et puis au niveau du travail des émetteurs qui a été fait en amont de la clôture, il y a aussi beaucoup d'améliorations sur cette campagne. Il y a eu beaucoup d'échanges en pré-clôture avec les émetteurs. Il y a eu des exercices de post-mortem, c'est-à-dire de retour sur les dépôts de l'année d'avant pour anticiper les nouveautés de l'année 2023, pour revenir sur des difficultés de l'année précédente, pour améliorer le cas échéant des sélections de balises. Et tout ça, ça a permis de fluidifier les process et de mieux tenir les délais de clôture de façon plus sereine. Donc ça, c'est vraiment des beaux points d'amélioration sur cet exercice 2023. Alors évidemment, tout ne peut pas être parfait uniquement après ces 3 années de mise en œuvre du reporting électronique. Il reste quelques points à améliorer. Donc on commençait par les outils, sur les nouvelles fonctionnalités qui sont améliorées. Dans ces outils, il reste encore des choses à améliorer. Il reste notamment toute la partie état de contrôle qui est quand même assez pauvre et qui ne donne pas forcément aux émetteurs toute la vision qu'ils devraient avoir sur les contrôles de cohérence. Donc ça, c'est des améliorations qu'on attend encore au niveau des outils de production. Ce qu'on a vu beaucoup cette année aussi, c'est les roll forward, ou plutôt les reprises de N-1. On s'attendrait à ce que ce soit quelque chose d'extrêmement simple. Le balisage qu'on a fait en 2022 devrait être le comparatif du balisage 2023.
ça ne marche pas toujours du premier coup, notamment quand on change d'outil entre N-1 et N, l'exactitude des comparatifs n'est pas toujours là du premier coup. Ce qu'on voit aussi, c'est que chaque année, la taxonomie, c'est quelque chose qui est évolutif. Donc, chaque année, ça va bouger. Il y a des nouveautés dans le manuel de reporting. Et ce n'est pas encore quelque chose de naturel au niveau de la production du reporting électronique que de prendre en compte ces évolutions de taxonomie, ces évolutions du manuel de reporting. Donc évidemment, pour les émetteurs qui sont accompagnés par des prestataires, ça c'est fait. Par contre, les émetteurs qui font le travail en fait tout seuls, c'est pas encore intégré dans les process de bien prendre en compte systématiquement tous ces changements. Donc ça, c'est des sujets de process à faire évoluer. Et puis, on a encore des cas de format papier qui se prêtent pas toujours bien au balisage. Et donc là, en fait, il faudrait faire évoluer finalement les formats papier pour que le balisage se passe mieux. Et puis enfin, un sujet qu'on n'attendait pas trop, qui semblait être la partie la plus simple de la partie ESEF, c'est tout ce qui est les règles de dépôt, où on se rend compte après 3 ans d'application que c'est pas encore quelque chose de toujours parfaitement maîtrisé, et on y reviendra un peu à la fin. Donc voilà pour la global picture sur ces dépôts 2023 de façon assez process. Et ce qu'on va vous proposer maintenant, c'est de descendre un peu en détail sur cette rétrospective pour regarder au niveau des dépôts, en fait, est-ce que la qualité des rapports, elle s'est améliorée. Et on va le regarder sur 4 axes. D'abord, les données détaillées dans les états primaires, est-ce que les erreurs d'échelle, les erreurs de calcul, parfois les erreurs de signes, est-ce que tout ça s'est amélioré? Au niveau des macro-balises, qu'est-ce qu'on peut dire sur la lisibilité, sur le contenu de ces macro-balises? Et puis enfin, on reviendra sur les règles de dépôt. Donc, si on commence sur les données détaillées, on vous propose d'abord de regarder ce qui s'est passé au niveau de tout ce qui est les erreurs qui peuvent survenir sur les erreurs de sens, notamment des données, les erreurs de date, toutes ces erreurs qui sont détectables via une couverture des calculs XBRL. Donc, comme je le disais en introduction, ce qu'on a vu, c'est vraiment une amélioration des fonctionnalités des outils avec une meilleure couverture des calculs, donc une meilleure couverture des données en fait dans les états primaires par les calculs, ce qui normalement est un gage que ces données vont être correctes, à la fois pour les calculs de base et aussi pour les calculs plus compliqués, les calculs interpériodes, ouverture-clôture, ou les calculs entre colonnes. Donc on a davantage eu cette année, grâce aux fonctionnalités dans les outils, de filets de sécurité sur ces données. Et donc Marc va pouvoir nous expliquer du coup ce qu'il en est effectivement de la qualité de ces données au niveau des dépôts. Merci Astrid. Donc effectivement, le sujet de la vérification de la valeur des données est l'aspect fondamental pour nous du côté de la qualité des données. On veut s'assurer que les indicateurs sont donnés avec les bonnes valeurs, en particulier les bons signes et les signes, quelque chose qui n'est pas forcément intuitif quand on arrive dans ce milieu de données digitales, sur ces conventions, qui ne sont pas forcément les mêmes conventions que côté papier et qui amènent à des erreurs qui peuvent être assez récurrentes. Ici, je vous montre un exemple d'une déclaration qu'on a dans un dépôt 2024 où le résultat ici par des minoritaires est déclaré comme étant négatif de moins 778 millions. Ce qui correspond effectivement au chiffre qu'on a affiché dans l'état financier. Mais si on regarde un peu plus loin et qu'on se pose, on voit qu'en fait cet affichage négatif, il est là uniquement pour exprimer un calcul qui est fait entre le résultat et le résultat par du groupe. En réalité, la part des minoritaires ici, dans le résultat, elle est positive de 778 millions d'euros, donc effectivement une erreur. Ce type d'erreur-là, on s'attend à ce qu'il soit relativement facilement détectable si jamais le calcul est présent, qui vient déclarer que le résultat est la somme de la part du groupe et minoritaire, puisque
en vérifiant ce calcul-là, avec cette valeur, on aurait une erreur. Par le passé, on avait tendance à rater parfois ce type d'erreur-là parce que les calculs n'étaient pas complets. On n'avait typiquement pas ce calcul-là déclaré à cause de l'imitation des logiciels, par exemple, ou dans le tableau des flux de trésorerie, à cause aussi de l'imitation liée à la déclaration du flux total lui-même. Il n'y a pas de balance puisqu'il vient ajouter des éléments de compte de résultat et de tableau des flux de trésorerie. Si on regarde du coup au niveau statistique, comment ça évolue entre l'année dernière et cette année, pour faire la comparaison, on s'est basé sur l'ensemble des entités qui ont déjà déposé en 2024 et qui avaient aussi déposé un rapport en 2023. On a regardé le nombre ici d'erreurs de signes qui ont été commises dans les comptes de résultats ou dans les tableaux de flux de trésorerie. On voit que la France a effectivement bien progressé, on a presque diminué de moitié le nombre d'erreurs qu'on avait, ce qui effectivement vient traduire l'augmentation du nombre de calculs qui étaient déclarés suite aux améliorations dans le logiciel et aussi aux recommandations claires qui avaient été faites par l'AMF et appliquées lors des audits, et aussi une meilleure compréhension, je pense, un gain en maturité des émetteurs sur ces sujets-là. Donc la France se positionne assez bien maintenant au niveau européen, et dans la majorité de l'Europe, on arrive à avoir maintenant une fiabilité qui s'approche en moyenne des 90%. Si on regarde spécifiquement en France sur ces sujets-là, on voit qu'effectivement, la plupart des erreurs qu'on a cette année sont des erreurs qui étaient déjà présentes l'an dernier, pour la moitié des erreurs, pour les 19 des 23 erreurs, c'est effectivement des erreurs qui viennent de l'an dernier, et à partir de l'an dernier, la moitié des erreurs ont été corrigées. Ça, c'est effectivement, ça traduit un sujet qui est plutôt maîtrisé et sur lequel il y a un gain en maturité. Il y a encore la moitié qui n'ont pas été corrigées, mais au moins, les erreurs qui ont été corrigées, elles ne sont pas revenues. Donc ça, c'est plutôt un bon signe, et ça montre qu'effectivement, on a un gain en maturité. Ça va s'opposer effectivement au sujet suivant, qui est le sujet des calculs qui ne sont pas des calculs simples entre lignes. Et c'est en particulier le cas dans le tableau de variation des capitaux propres, où la plupart des calculs vont être des calculs entre un début de période et une fin de période avec des variations, ou des calculs entre colonnes. Ces calculs-là sont gérés par des mécanismes différents dans le format digital, qui effectivement font en sorte que dans les outils de validation de production, ils sont gérés différemment et ils sont détectés beaucoup moins souvent. Ici, on voit encore une fois un exemple d'une déclaration de 2024 où les capitaux propres part du groupe, ici, sont déclarés comme étant négatifs, alors qu'ils sont évidemment ici positifs. Même si jamais les mécanismes ne sont pas les mêmes que pour ce qu'on a vu précédemment, ces chiffres-là sont tout de même vérifiables. Ici, on aurait trois façons différentes de vérifier ce chiffre-là, en vérifiant le calcul entre lignes, le calcul de variation, en calculant le calcul entre colonnes, le calcul ici entre décomposition des calculs propres, ou simplement en comparant cette valeur-là à la valeur qu'on a dans le bilan. Ceci dit, ces mécanismes-là ne sont pas des mécanismes traditionnels et fondamentaux du libéral, ce sont des mécanismes qui sont à la place décrits dans le manuel de reporting, mais qui sont assez peu implémentés et pour cette raison sont assez difficiles à vérifier par toutes les parties prenantes, que ce soit émetteurs, auditeurs, régulateurs ou même nous. Et en termes de statistiques, pour évaluer le nombre de ces erreurs, si on peut passer à la slide sur les statistiques. Ici, je vous montre ici les chiffres qu'on a sur deux lignes spécifiques. Donc, sur pas toutes les lignes du tableau de variation des capitaux propres, mais uniquement sur les lignes qui représentent la somme des capitaux propres en début ou en fin de période, ou sur la ligne dividende, qui sont des lignes pour lesquelles on peut facilement justement vérifier la cohérence avec le reste des états financiers ou en termes de signes. Et uniquement sur ces deux lignes-là, on a déjà un nombre d'erreurs qui est assez conséquent. Donc en France, on a typiquement 5 erreurs sur ces sujets-là, et on n'a pas vraiment d'évolution. On peut voir typiquement que ce n'est pas maîtrisé automatiquement au niveau logiciel, puisqu'on a même certains pays où les vérifications manuelles sont moins fréquentes et on a un taux d'erreur qui est bien plus élevé. Donc, ici, je vous montre uniquement les lignes qui sont les plus faciles à vérifier, mais imaginez par exemple sur des lignes qui peuvent prendre n'importe quel signe et qui ne sont pas nécessairement facilement liables au reste des états financiers, comme une ligne par exemple de résultat global et une colonne spécifique, ce chiffre-là est uniquement présent. Donc, à moins de faire les calculs de variation et les calculs entre colonnes, il n'y aurait pas de façon de détecter ça. En termes de variation des erreurs en France, donc sur les 180 entités qui
publie des dividendes. On voit effectivement qu'on a le même nombre d'erreurs, mais qu'il y a un grand nombre des erreurs qui viennent de rapports qui n'avaient pas des erreurs l'année précédente. Ça, contrairement à ce qu'on a vu avant, ça traduit justement un sujet qui n'est pas maîtrisé, où les erreurs qui sont corrigées une année vont avoir tendance à voir revenir l'année suivante, parce qu'encore une fois, la vérification n'est pas automatique. Donc ça, c'est quelque chose qui va être un sujet à surveiller dans les années à venir. Il y a déjà des travaux qui ont été faits cette année, et c'était un point d'attention qui est arrivé relativement tard dans la saison, mais qui a été justement un sujet d'attention, et on peut le voir à la slide suivante, via le taux d'implémentation du mécanisme justement qui permet de vérifier ça. Donc, on peut voir au niveau européen que c'est quelque chose qui est assez peu fréquent. Donc, ce qu'on vous montre ici, c'est le taux de rapport qui décrit tout simplement les calculs de variation au niveau des capitaux propres. La description de ces calculs-là, c'est ça qui va être nécessaire à la validation et à la détection des erreurs potentielles dans le tableau de capitaux propres. Et on voit au niveau européen, c'est assez peu implémenté, sauf en Pologne, où ça a été traditionnel. En France, on voit qu'on a une très bonne progression de ça cette année, parce que c'est devenu effectivement un sujet pendant la période de reporting. Et on peut voir qu'effectivement, on est passé d'une minorité de rapports qui font ça à une majorité. Alors, c'est un sujet avant tout qui concerne les logiciels. Il faut que le logiciel rende ça possible pour qu'évidemment les émetteurs puissent renseigner ça. Et c'était assez peu présent, mais il y a eu un bon effort qui fait en sorte qu'aujourd'hui, dans cette période, on a 80% de rapports qui font une telle description. Alors, avoir une description, ce n'est pas une affaire en soi, il faut aussi avoir la validation qui va avec. Donc, évidemment, on encourage maintenant les éditeurs logiciels à aussi effectuer les validations qui vont avec pour vérifier ces calculs. Donc, on a l'espoir que du coup, l'année prochaine, en France, on ait des bien meilleures performances que dans les autres. Donc, ici, je vous ai montré précédemment que les deux statistiques sur les dividendes et sur les capitaux propres, mais on vous fournira des statistiques plus avancées par la suite. Donc, si on peut dire quelque part les calculs de base, c'est beaucoup mieux. Les calculs interpériodes, c'est peut-être encore peu mieux faire, mais quand même beaucoup de progrès cette année. On peut peut-être regarder aussi du côté des extensions, après tout ce qui est signe, et notamment avec cette question de ces extensions qui sont donc ces concepts spécifiques aux entreprises. Est-ce qu'elles sont cette année davantage exploitables? En pré-dépôt, on a eu l'impression qu'il y avait des efforts quand même pour avoir davantage de libellés anglais au niveau des extensions. Là aussi, du fait de fonctionnalités qui se sont améliorées au niveau des outils, il y avait quelques outils qui ne permettaient pas d'avoir des libellés dans 2 langues l'an dernier. Ça s'est amélioré cette année. Et puis, il y a eu des efforts aussi pour compléter tout ce qui est ancrage narrower au niveau des extensions. Donc ça, c'est un peu les efforts qu'on a vus en pré-dépôt. Marc, je vais peut-être te laisser décrire post-dépôt. Oui, effectivement. Ici, on n'est pas sur des sujets de conformité, on est sur des purement d'utilisabilité. Le but du format digital, c'est d'être accessible typiquement au niveau européen et international. Un des sujets qu'on observe, nous, c'est parce que les extensions, les lignes qui sont spécifiques à l'entité, sont décrites justement dans une langue qui est accessible de manière internationale. C'est un sujet qui, au niveau européen, a assez peu été un sujet d'attention, à part dans les pays qui traditionnellement publient beaucoup en anglais. En France, on est aux alentours de 90%. Et ce qui peut être surprenant, c'est qu'on a quand même un tiers des entités qui ont fait le changement et qui ont rajouté des libellés internationaux. Mais il y a aussi quasiment le même nombre d'entités qui a abandonné ça. Donc la raison pour nous n'est pas forcément claire. Ça peut être lié à des sujets officiels. Mais c'est un point qui est particulièrement important si vous voulez que vos rapports soient effectivement lisibles et compréhensibles au niveau international, qu'il y ait aussi cette description. Et c'est un sujet qui est particulièrement important quand on le combine au sujet suivant, sur l'axe d'insertion, qui est l'encoring. Donc l'encoring, qui est le mécanisme européen qui est censé permettre de comprendre ce que veulent dire les extensions et de les classer, qui parfois est limité en termes de possibilités. Ici, je vous montre l'exemple d'un rapport où effectivement on a une extension dont l'ancrage est uniquement moins descriptif finalement que le sous-tal auquel la ligne participe. C'est juste ici, en termes de description, que c'est une ligne qui
et de nature profit opérationnel, ici on est sur un détail, et sur lequel on n'a pas d'ancrage fin, parce que ce serait impossible. En l'occurrence, on est sur une ligne qui vient à la fois agréger les concepts standards et les décomposer. Donc, ce n'est pas une erreur, ici, parfois, ce n'est pas un sujet de conformité, c'est juste qu'on n'aurait pas de meilleur ancrage large, ni d'ancrage fin qui serait disponible. Et si on combine ça au fait qu'on n'a pas de libellé en anglais, cette ligne devient beaucoup plus difficile à comprendre pour un investisseur international. En termes de statistiques, sur ces sujets-là, en termes de nombre de lignes qui vont effectivement être difficiles à comprendre de cette manière-là, en France, on est sur environ 6 lignes comme ça dans les états financiers, ce qui nous met dans une moyenne européenne. On voit qu'on n'est pas du coup en France parmi les états financiers les plus accessibles au niveau international, avec les pays typiquement nordiques qui ont tendance à avoir une meilleure compréhensibilité et une présentation peut-être plus standard vis-à-vis des IFRS. Encore une fois, ce n'est pas des problèmes de qualité du tagging ici, ça traduit simplement le fait qu'on va avoir des lignes plus spécifiques en France. Et si on regarde en France justement spécifiquement quels sont les types de lignes et les types d'ancrage qui sont mis sur ces extensions-là, on voit que ça se situe surtout dans le profil opérationnel et dans les flux de trésorerie côté investissement, où je pense à Stream, typiquement, qu'on peut dire que souvent, justement, ce n'est pas des erreurs, c'est simplement, ça vient traduire le fait qu'on a tendance à utiliser des lignes qui ne sont tout simplement pas mieux ancrables et qui n'ont pas de correspondance dans la taxonomie IFRS. Oui, tout à fait. Au niveau notamment du tableau des flux de trésorerie, c'est vrai que la taxonomie IFRS n'est pas très riche. Et à partir du moment où on va avoir des flux qui vont être des éléments nets, bien souvent dans la section investissement, on ne trouve pas de meilleur ancrage large que l'ancrage générique, et dans la partie investissement et dans la partie financement. Sur le profit opérationnel, ça devrait logiquement être plus rare parce qu'en théorie, un élément spécifique qui est un élément de charge devrait être ancré plus large à un élément de charge et pas un élément de profit opérationnel qui est un concept net. Mais bon, après, il y a des cas spécifiques comme celui que tu as montré avant. Oui, tout à fait. Après, le fait de savoir que c'est des charges, ça serait un peu mieux, mais ça ne serait pas non plus très informatif sur la nature de la ligne. Le sujet suivant, côté compréhensibilité des états financiers, ça va être aussi du coup la lisibilité des macro-balises. Ici, donc, on part sur un autre sujet ici qui est le block tagging. On est sur la première année où on peut faire des comparaisons en termes d'évolution. Et pour nous, côté utilisation, quand on est sur du block tagging, pour avoir accès aux données détaillées, on a besoin d'afficher le block tagging en entier et de pouvoir le lire. On a fait une comparaison entre les 2 années et on peut voir en France, effectivement, une grosse progression. Ici, sur le graphe, on montre ici le bar, la barre de gauche pour chaque pays qui correspond à l'année dernière, la barre de droite à cette année, avec la hauteur de la barre totale qui représente la visibilité de ces informations-là. Donc, est-ce qu'une information, une fois qu'elle est affichée, va effectivement être bien lisible et représenter l'information telle qu'elle était dans le rapport, avec la partie plus foncée dans la barre qui représente la part de ces rapports-là, qui va être lisible aussi par des machines. Donc, la structure est aussi effectivement lisible par une machine. En France, du coup, on a fait une très bonne progression par rapport à l'an dernier. On s'approche des 95% de rapports visibles, mais la part de rapports dont le détail peut être compris par les machines reste encore assez faible. De notre point de vue d'utilisateur, on aimerait effectivement voir le plus de rapports lisibles par les machines, mais c'est déjà une très bonne progression et on félicite tous les émetteurs et les éditeurs logiciels pour les efforts qui ont été faits effectivement à ce niveau-là. Astrid, je ne sais pas si au niveau de lisibilité, justement, il y a quelques commentaires qui peuvent être faits sur... Oui, effectivement, c'est une superbe progression cette année. Maintenant, c'est vrai qu'il reste quelques zones à surveiller, notamment sur tout ce qui est conversion de PDF. Donc, c'était la partie haute des barres, donc qui était lisible par l'homme, mais pas exploitable vraiment par la machine. Sur ces conversions de PDF,
on est quand même dans des mécanismes de transformation qui sont pas idéaux, hein, c'est pas le sens de l'histoire. On a vu encore cette année des problématiques de chevauchement de textes ou de chevauchement de textes et de tableaux au niveau des contenus, des macro-balises. Ce qu'il faut bien avoir en tête aussi, c'est que quand on est en conversion de PDF, tout ce qui va être sous format image dans vos documents PDF, ça va être perdu en fait au niveau de la macro-balise. Et puis la lisibilité, elle est là. On est beaucoup mieux que l'année dernière. Cependant, c'est quand même ça reste une sorte de photo en fait de votre document papier. Et donc parfois, il y a des espacements qui sont très significatifs entre plusieurs textes qui font partie de la même macro-balise. Donc c'est pas idéal en termes de lisibilité. Mais c'est quand même nettement mieux que ce qu'on a pu voir l'an dernier. Donc ça, c'est des sujets sur les mécanismes quand on est en conversion de PDF. Quand vous êtes sur des documents natifs HTML, donc là, c'est presque le Graal, hein, on est sur des documents où tout est bien lisible, tout est exploitable, on peut récupérer les informations dans des tableaux. Il y a quand même encore des petites imperfections, notamment tout ce qui va être en note de bas de page. Souvent, ça a tendance à se balader un peu dans les macro-balises. Hein, la notion de bas de page n'existe pas vraiment. Donc, ces notes de bas de page, elles se retrouvent tout en fin de document ou alors en fin de section. Pas toujours évident de retrouver le contenu qui est associé. Donc, il faut vraiment faire attention quand vous êtes en rédaction comme ça sur des documents HTML. Bien penser que finalement, ce sont des documents qui sont faits pour être lus à l'écran. Et donc, les renvois à des notes de bas de page, c'est pas du tout idéal, voire ça peut disparaître. Et puis, parfois, les textes et les tableaux, ils sont toujours lisibles, mais parfois, ils sont mis en forme assez différemment, finalement, dans les contenus des macro-balises de la version papier. Par exemple, vous êtes en double colonne sur votre version papier. Dans la macro-balise, vous allez avoir un texte qui va être justifié, par exemple, sur toute la largeur de l'écran, avec des espaces assez importants entre les mots. Alors, ça ne gêne pas du tout la lisibilité, mais ce n'est pas hyper confortable, c'est pas très joli, en fait, en termes de lisibilité. Mais bon, ça, c'est du détail. Ce qu'il faut bien avoir en tête sur ces deux sujets, donc je pense que le sens de l'histoire, ça va être effectivement d'aller sur du document natif HTML. Hein. Pour le moment, la conversion PDF, elle permet d'être conforme, mais clairement, c'est pas très pérenne comme solution. Au niveau des évolutions qu'on attend dans la réglementation, il n'y a pas grand-chose qu'on attend à court terme. Hein. La conformité sera toujours assez identique. Enfin, ce qui sera requis en termes de conformité sera probablement assez identique l'année prochaine par rapport à cette année. Ce qui pourrait évoluer dans les mois à venir, c'est la mention ESEF qu'on a dans les rapports CAC. Vous savez, dans nos rapports, on a une petite mention sur les ESEF qui explique qu'en raison des limites techniques qui sont inhérentes au macro-balisage, c'est possible que le contenu de certaines macro-balises ne soit pas restitué de façon identique aux comptes consolidés qui sont audités. Assez légitimement se pose la question chaque année de savoir si cette mention-là, elle doit rester. Et cette question, elle arrive des émetteurs qui sont sur des documents natifs HTML et pour qui, en fait, le rendu est très similaire entre la version machine readable finalement et la version human readable. Donc c'est possible que cette mention elle disparaisse à court ou moyen terme. Et en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que cette mention, elle protège un peu tout le monde. Elle protège le CAC, mais elle protège aussi l'émetteur parce que ça fait diminuer finalement la pression sur ce qu'on attend en termes de lisibilité des textes dans les macro-balises. Donc il faut bien avoir en tête que si cette mention il est décidé de la supprimer, ça veut dire que l'attente en termes de
contenu et en termes d'identité de ce contenu par rapport à la version papier, elle risque d'être beaucoup plus forte et donc ça risque de mettre en pression en fait les émetteurs et les éditeurs de logiciels pour avoir des choses beaucoup plus parfaites finalement sur la lisibilité des contenus. Côté quantité d'utilisation des block tags, on a assez peu d'évolution par rapport à l'année comme on s'y attend, puisque la réglementation n'a pas changé en termes de principe de tagging pour la majorité des block tags. Donc, on se retrouve toujours en France au milieu en termes de nombre de balises différentes utilisées dans les rapports en moyenne, toujours aux alentours de ça. En termes d'imbrication, du coup, de multitagging, il y a une diminution nette dans la plupart des pays en Europe due à la disparition du tag général qui venait s'ajouter à chaque note, avec du coup la France qui se retrouve maintenant en première position en termes du nombre d'imbrications, ce qui n'est pas forcément synonyme de complexité. En France, on a adopté un système qui est plus ou moins systématique, avec des fois des exceptions qui vont venir justement changer le modèle, qui ont fait en sorte que la plupart des logiciels ont pu automatiser, je pense, la création de ces imbrications. Là où dans les pays où il y a moins d'imbrications, il y a beaucoup plus de jugement et d'interprétation et les imbrications sont moins systématiques, ce qui fait que d'après nos discussions avec ces parties prenantes, il y a effectivement plus de longueur et plus de difficultés à s'accorder sur quelles imbrications doivent être faites et ce qui doit être mis. Donc aujourd'hui, on pourrait être plus d'imbrications, mais pas forcément plus de complexité en termes de production. L'année prochaine, on s'attend effectivement à ce que ce soit la même chose. Mais en termes d'utilisation, pour nous, ça veut dire qu'évidemment, entre la France, où on a des choses qui sont systématiques, et par exemple la Suède, où on va avoir beaucoup moins d'imbrication, l'utilisation des balises doit être différente. C'est une source de complexité pour nous. Et c'est encore plus visible si on regarde l'utilisation précise de certaines balises. Ici, je prends deux exemples. Un exemple d'une balise qui correspond à un IFRS spécifique, ici le Interest User Entities, où on s'attend à ce que ce soit présent, un sujet qui soit présent dans la plupart des comptes consolidés. On voit que l'utilisation ici en rose est très disparate en fonction des pays. En France, on est à 90%, au Danemark, on est à peine 12%, alors que c'est effectivement quand même un sujet qui est présent. Ça veut dire que l'utilisation des balises pour taguer ces sujets-là n'est pas les mêmes que dans le reste des pays. À l'inverse, on a des sujets qui ne sont pas censés être présents dans tous les rapports, comme le sujet typiquement du Covid concerne, où on va avoir certains pays dans lesquels ça va être très présent. Ça veut dire que la balise elle-même est interprétée, vraiment, la signification de la balise est interprétée différemment. En France, on va commencer à avoir ce paragraphe-là uniquement si on a spécifiquement un paragraphe qui va être présent et qui va évoquer typiquement des doutes potentiels, des résolutions vis-à-vis de la continuité d'exploitation. En Pologne, tout le monde va mettre une ligne qui va dire, par exemple, je n'ai pas de sujet concernant la continuité d'exploitation et va taguer ça. Donc nous, en termes d'utilisation, ça veut dire que la présence de ce tag-là, elle ne peut pas être elle-même interprétée. On a vraiment besoin d'acheter le contenu. C'est pour ça que c'est important qu'il soit particulièrement lisible. Même en termes d'identification, on peut aussi se poser des questions en regardant par exemple des sujets plus spécifiques. À droite, sur le secteur bancaire, sur la balise de la gestion du capital, certains pays ont systématiquement cherché à identifier, je pense, quelle que soit la partie du rapport financier dans laquelle elles sont. En France, évidemment, c'est évidemment pas l'interprétation. On a 60% des rapports dans lesquels c'est le cas, ce qui peut paraître surprenant. On espère dans tous les cas que cette réglementation va évoluer, donc pas l'année prochaine, mais avec la CSRD, et qu'on va avoir quelque chose qui sera plus facile à harmoniser au niveau européen. En termes de tagging détaillé dans les notes, au-delà du block tagging, on peut aussi faire des comparaisons entre pays au niveau du tagging détaillé, au niveau des dividendes, qui de la même façon est un sujet qu'on s'attendait à avoir de manière harmonieuse au niveau européen, et on voit que l'interprétation aussi est assez différente en fonction des pays. En France, on est plutôt ici dans les pays qui vont rarement taguer ça, ce qui peut être dû par exemple à des différentes interprétations, notamment au niveau des dividendes proposés ou déclarés, mais pas encore reconnus comme des distributions. Je pense qu'Astrid a peut-être 2-3 mots à donner sur ce sujet-là. Oui, alors effectivement, c'est toujours
un peu une surprise, ce sujet des dividendes. Théoriquement, on devrait avoir au niveau des comptes consolidés le niveau des dividendes qui ont été proposés, mais qui ne sont pas encore comptabilisés. On a eu des échanges avec plusieurs émetteurs au cours de l'année sur le fait qu'il y a un sujet de timing en fait sur ces dividendes, parce que ces dividendes sont proposés en fait en général par la séance du Conseil qui arrête les comptes, et chronologiquement le Conseil arrête d'abord les comptes et ensuite propose le dividende. Donc il y a eu des questions de se dire mais est-ce que vraiment on a obligation de mettre ce niveau de dividende proposé dans les comptes alors qu'en fait ils sont proposés techniquement après l'arrêté des comptes. En fait, on considère que tout ça est concomitant, ça se passe dans une même séance de conseil, c'est vraiment simultané, c'est le jour de l'arrêté des comptes. Donc, dans ces cas-là, on est en théorie tenu effectivement d'indiquer le montant de ces dividendes proposés dans les annexes et donc de les baliser. C'est vrai qu'historiquement, il y a eu une tolérance en fait, sur le fait que ces dividendes proposés ils soient présentés soit dans le rapport de gestion, soit dans les comptes. Le problème, c'est que maintenant, avec la digitalisation, s'ils ne sont pas dans les comptes, ils ne rentrent pas dans l'obligation de digitalisation. Et là, ça fait vraiment un décalage en fait, d'information par rapport à ce qui est attendu au niveau de la consommation électronique. Donc, ça va être, je pense, un point de vigilance et de progression pour les années qui viennent que d'avoir bien ces dividendes proposés qui soient indiqués dans les annexes au compte pour qu'ils puissent être digitalisés. Et le dernier point sur lequel on voulait s'arrêter sur la qualité des données et puis la compréhension finalement de toute cette mécanique de dépôt au format ESEF, c'est celui vraiment du format dans son ensemble sur lequel on voulait revenir. Donc on n'est plus du tout dans la partie machine readable, on est vraiment juste sur le format ESEF et finalement le document HTML qui se trouve à l'intérieur du format ESEF. Donc, si on revient un peu sur le séquencement finalement des opérations pour la validation du format ESEF, la première étape, c'est au moment de notre rapport de certification. À ce moment-là, on conclut sur à la fois du format papier, donc ce que vous voyez en bas de l'écran, les comptes consolidés audités, les comptes sociaux audités qui sont le plus souvent au format PDF, et puis on conclut en même temps sur le format ESEF. Donc il y a les fichiers techniques XBRL avec tout le balisage, les ancrages, tous les aspects techniques, et puis il y a aussi dans ce format ESEF le contenant, c'est-à-dire le fichier HTML qui contient les comptes consolidés, les comptes sociaux qui sont au format HTML. Donc à cette première étape, on devrait avoir une parfaite concordance entre les comptes consolidés et les comptes sociaux au format HTML, donc dans le format ESEF, par rapport aux comptes consolidés et aux comptes sociaux audités. Et c'est vrai que nous, comme on a centralisé énormément l'audit du format ESEF cette année, on a vu que malheureusement, ça marche rarement du premier coup. Ça marche rarement du premier coup pour des questions de process parce que y a eu un peu un décalage entre le document qui est au format HTML d'un côté et puis le PDF qui a été finalisé de l'autre, en particulier sur les comptes sociaux, parce qu'on ne voit pas toujours l'intérêt de le mettre à jour en continu au niveau du format HTML, donc ça arrive qu'il y ait des décalages entre ces deux versions. Donc ça, quelque part, ça fait partie des améliorations à apporter en termes de process que de bien s'assurer qu'il y a concordance en fait, entre ces éléments, finalement human readable dans le format ESEF et puis version papier. Donc ça, c'est le premier étage de la fusée, c'est quand tout est arrêté au niveau du rapport de certification. Et puis ensuite, il y a l'étape du dépôt. Au moment du dépôt, on reprend finalement le format ESEF, le fichier technique avec les balises, lui, il ne doit pas du tout bouger, c'est normalement exactement la même chose que le fichier technique sur lequel le commissaire aux comptes a conclu. Donc ça, c'est une chose. Et puis, le HTML, lui,
il reprend normalement les comptes consolidés, les comptes sociaux tels qu'ils étaient au moment de la conclusion du CAC, et puis il est enrichi par ailleurs de toutes les autres sections du RFA. Donc là, on va être sur la version officielle du RFA ou du DEU valant RFA. On pourrait tout à fait s'arrêter là, c'est la seule version officielle du RFA. En plus, vous avez la possibilité, et c'est quasi systématique, d'avoir une reproduction de ce document, qui va être en général au format PDF, mais ça n'est que la reproduction. C'est dans ce document-là où vous mettez la mention en tout début, comme quoi on est en reproduction de la version officielle. Et là, à nouveau, vous devez vous assurer qu'il y a une parfaite concordance entre le fichier HTML et le fichier PDF, qui encore une fois n'est que la reproduction. Et là, c'est là où on voit bien qu'il y a encore des choses à faire finalement en termes de compréhension des mécanismes, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup plus d'énergie qui est portée à s'assurer que le PDF, qui est une simple reproduction, est effectivement très bon et très à niveau en termes de qualité, alors que finalement le HTML est laissé un peu de côté et finalement pas trop regardé. Et il peut y avoir des problèmes entre les deux versions. On a vu des cas où les polices passaient mal au niveau du HTML, des photos qui disparaissent au niveau du HTML. Donc, il faut vraiment bien réaliser que finalement, la version officielle, c'est celle du HTML. Si pour des raisons pratiques, c'est le PDF qu'on valide de plus près parce que c'est plus facile, il faut bien s'assurer qu'on a bien concordance entre les deux documents. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que toi aussi, Marc, l'a vu peut-être sur les dépôts, des choses qui ne sont pas exactement similaires entre les deux versions. Oui, effectivement, on voit des sujets qu'on pense venir des fois de problèmes techniques avec les outils, je pense le plus souvent, où on voit qu'il y a quelques décalages, des virgules qui disparaissent, quelques chiffres qui sont modifiés, qui font que le chiffre le plus souvent dans les notes, c'est des choses qui ne sont pas vérifiables directement par la calcul libéral, mais les chiffres, effectivement, dans les notes, ça va être modifié. On va avoir quelques petites différences du coup au niveau des contenus entre le PDF qui est publié et le HTML qui a été publié. Sans qu'on puisse dire, nous, effectivement, quel est le bon. On ne sait pas si c'est le PDF qui a été modifié après audit ou le HTML, mais on observe effectivement des différences entre les deux publications. De manière pas si rare que ça. Donc voilà tout ce qui concerne finalement la qualité de ces données qui est déposée dans le format ESEF. Maintenant, d'autres choses qui est très intéressante à faire avec ces données ESEF, c'est de voir comment on peut les exploiter. Donc, on va te laisser la main à Alexandre. Merci déjà pour tout ce récapitulatif sur la qualité des données qui sont publiées en XBRL. Et en effet, finalement, la finalité de ce format, c'est vraiment de pouvoir extraire de l'information et être capable de la benchmarker et de la comparer pour récupérer aussi beaucoup d'informations sectorielles et se comparer éventuellement à ses pairs. Donc là, on a travaillé un premier cas d'usage, par exemple, sur les délais de recouvrement des créances clients. Donc, c'est tout simplement en utilisant les créances clients qui sont au bilan et le chiffre d'affaires. Donc, on a une petite démonstration de comment on peut faire finalement grâce à ce format électronique pour faire ce type de travail. Donc, on peut aller récupérer toutes les données qui sont publiées sur un émetteur spécifique. On va bien sûr retrouver l'information ici du chiffre d'affaires. On peut aller passer d'un état financier à l'autre pour récupérer les données qui nous intéressent. L'un des avantages de ce format électronique, c'est qu'évidemment, toutes les données sont liées à la source avec ce fameux fichier HTML. Donc, toutes ces données-là, elles vont être vérifiables et même téléchargeables. Et même toutes les données dans les notes vont être téléchargeables si, évidemment, elles sont bien formatées comme on l'a vu auparavant. Ensuite, on va récupérer évidemment beaucoup de données, puisqu'on va avoir des données sur différents pays, sur différents secteurs, sur différents indices. Donc, on peut refaire un peu son tri et son filtre. C'est l'avantage du fichier ESEF, c'est d'avoir un format électronique au niveau européen. Donc, sur toutes les données de tous les émetteurs européens, on peut récupérer ces données-là. On peut se charger ici une liste de sociétés. Et ensuite, on va faire une recherche sur un indicateur. Donc là, évidemment,
doit rechercher un indicateur XBRL qui aurait été tagué, et on va pouvoir effectuer donc la recherche ici. Un des premiers challenges qu'on va pouvoir constater, c'est que finalement, on va avoir des données qui potentiellement ne vont pas être tout à fait comparables, parce que vous avez aussi quelques libertés sur comment vous allez effectuer ce tag et quel tag de revenu vous allez choisir. Donc là-dessus, on peut recréer des agrégats aussi grâce à cette taxonomie pour retrouver un indicateur finalement plus générique sur le chiffre d'affaires, et on peut faire pareil sur le montant de nos créances clients. Vous pouvez voir le trade and other receivables levels. Et on va voir donc ce tableau se populer petit à petit, et on va pouvoir extraire finalement toutes ces données directement dans un format Excel, où là, où on va pouvoir manipuler l'information finalement comme on le souhaite. Et c'est l'objectif vraiment de ce format XBRL, vous permettre d'accéder à de l'information et permettre à tous les utilisateurs de données financières d'accéder à ces informations. L'objectif, c'est bien entendu toujours d'avoir accès à de la donnée contextualisée. Donc même quand on recrée des agrégats, on peut, on va dire, ouvrir et comprendre comment cet agrégat a été fait pour aller chercher ensuite directement dans le rapport source, dans le document source, les différentes données qui ont composé cet agrégat. Comme ça, à chaque fois, en quelque sorte, la donnée reste auditable, même quand elle est publiée. On peut tracer l'information jusqu'à sa source et se recréer ses propres agrégats. Donc, si on a envie d'avoir un agrégat, on va dire, plus spécifique que celui qui est défini dans la taxonomie, bien sûr, on peut le personnaliser et retrouver l'information comme on le souhaite. Donc là-dessus, on a déjà extrait quelques informations sur le SBF 120 pour faire un peu ces délais de paiement sur ce qu'on a appelé des macro-secteurs, pour voir les différences qui peuvent exister sur chacun de ces macro-secteurs, avec des fois des délais plus longs dans certains secteurs comme la communication, où il y a des sociétés qui ont des délais de paiement très longs, dans l'énergie aussi, et après d'autres émetteurs qui travaillent forcément sur des business models différents, par exemple sur tout ce qui est consumer. Donc finalement, on a des créances clients beaucoup plus courtes, et on peut zoomer comme ça. Voilà, par exemple, là, on va zoomer sur la partie consumer non-essentials et voir toutes les sociétés qui sont dans ce panel, et on peut voir l'évolution du DSO par année. Donc c'est ce que disait, ce qu'on a dit auparavant. Finalement, c'est que comme on a de l'historique maintenant, on peut commencer à faire aussi ces tendances et analyser ces tendances-là. Et ensuite, on peut zoomer sur ceux qui ont eu des changements plus importants pour aller voir finalement qu'est-ce qui s'est passé dans ces sociétés-là. Est-ce qu'on a eu une croissance de revenus sans une croissance, par exemple, du montant de receivables, ce qui est plutôt le cas ici chez Accor. On a eu une croissance de revenus assez importante et finalement, les receivables n'ont pas connu une croissance aussi importante. Ou chez Forestia ou Sodexo, par exemple, où on a quand même une croissance du chiffre d'affaires et même un montant de receivables qui va décroître. Et ce qui va être intéressant, c'est une fois qu'on a cette information forcément très quantitative et finalement un peu froide, c'est aussi d'avoir tout le contenu des notes et des block tags qui vont pouvoir aller expliquer cette information. Voilà, notamment quand on va aller chercher de l'information sur ces sociétés-là, on va pouvoir voir que certaines vont faire, par exemple, du factoring, donc il y a un montant des créances qui n'est pas dans le bilan, qui est externalisé, etc. Donc tout ce block tag aussi et ce travail que vous faites forcément est aussi utile pour la compréhension des lecteurs, pour fournir une information qui va être beaucoup plus contextualisée. Et forcément, la lisibilité de ces notes aussi est très importante, comme on l'a rappelé. On a fait un autre cas d'usage, notamment sur la lisibilité de ces notes. On va benchmarker ici tout ce qui touche aux avantages des employés. Donc, on va pouvoir aller chercher finalement une note spécifique qui est la Disclosure of Employee Benefits. Voilà, là, on peut la rechercher pour la trouver et la mettre côte à côte avec deux sociétés pour lesquelles on a des documents très lisibles. Donc là, déjà, on peut voir qu'on a de l'information très lisible qu'on peut lire et mettre côte à côte pour aller déjà essayer de comprendre. Donc ici, on est sur la Disclosure of Accounting sur les Employee Benefits. Et après, on peut aller dans le détail sur l'Employee Benefits Explanatory pour aller voir vraiment concrètement qu'est-ce qui a été écrit, toutes les hypothèses qui sont prises, etc. dans ces notes-là. Et on peut chercher, bien sûr, à comparer ces informations. Là, je le cherche sur la société là, qui est à droite. On peut chercher, bien évidemment, le même type d'information sur la société qui se trouve juste là sur la gauche. Et là, on va voir, en fait, on a le même type d'information, mais elle est présentée tout simplement différemment. Ici, on a une information qui est présentée directement dans le texte.
là où à droite, on a une information qui est présentée sous une forme de tableau. Donc là, on va avoir deux avantages. On va pouvoir faire une comparaison, on va dire, aussi bien sur le fond, c'est-à-dire, voilà, est-ce qu'on a des hypothèses qui ont été prises ici qui sont vraiment trop différentes d'une société à l'autre, et même sur la forme, de se dire, est-ce qu'il n'y a pas une présentation qui peut-être serait plus intuitive, plus lisible pour l'ensemble des lecteurs, est-ce que la forme d'un tableau ne serait pas plus intéressante, etc. Donc on peut aussi challenger finalement le fond et la forme. Alors, on en a parlé juste avant, Marc en a parlé juste avant, mais et Astrid aussi, tout le monde n'utilise pas les block tags de la même façon. Donc, un des challenges qu'on pourrait avoir, c'est de ne pas retrouver de l'information. Donc là-dessus, on a travaillé aussi sur des recherches qui sont, qu'on appelle sémantiques. Hein. Donc ici, l'idée, c'est de chercher plutôt des thématiques et des thèmes à travers l'ensemble des block tags pour voir où est-ce qu'ils sont représentés. Donc là-dessus, typiquement, avec KPMG, vous aviez effectué un benchmark là-dessus sur l'hyperinflation. Donc, on peut rechercher voilà, toutes les sociétés donc là, qui publient aujourd'hui en français cette thématique-là qui est liée à l'hyperinflation. Et l'outil va aller nous chercher, on peut rechercher dans tous ces block tags, finalement, toutes les parties où on va parler d'hyperinflation. Donc, je vous montrais, on peut faire une recherche sémantique, mais aussi une recherche exacte, c'est-à-dire chercher un mot-clé directement, spécifiquement, par exemple, climat, dans une partie spécifique du rapport, par exemple la Disclosure of Accounting Judgments and Estimates, et voir toutes les sociétés qui parlent de ce sujet de climat dans cette partie-là du rapport. Alors bien sûr, on peut faire ce type de recherche-là, ou faire des recherches encore un petit peu plus précises, où quand les fichiers sont bien formatés, on peut même aller identifier les tableaux, et donc aller voir qui parle du coût du capital et où sont les différents tableaux liés au coût du capital. Encore une fois, si on veut benchmarker ici des hypothèses ou des coûts qui peuvent être pris et publiés finalement dans ces rapports-là. Donc ici, voilà, on va retrouver toute l'information, et à chaque fois, comme je vous le disais, c'est lié à la source, ce qui est aussi l'intérêt du format SF. Un deuxième intérêt du format SF, c'est d'avoir accès, bien entendu, au rapport financier, mais aussi à l'ensemble du rapport annuel, parce qu'on va avoir la partie qui est taguée, qu'on voit ici, mais aussi toute la partie qui n'est pas taguée techniquement du rapport, et c'est notamment toutes les parties qui touchent aux informations extra-financières. Donc on peut d'ores et déjà faire des recherches. C'est une sorte de contrôle F super puissant. Dans tous les rapports qui sont publiés, on va trouver finalement toutes les parties de tous les rapports qui parlent des sujets ESRS, et on va pouvoir identifier ce qui est dit précisément et toujours faire le lien avec cette source-là. Et encore une fois, on peut faire cette recherche, on va dire un contrôle F, ou une recherche plus sémantique, donc utiliser la techno d'intelligence artificielle pour essayer de comprendre le sens des phrases et des paragraphes, pour savoir par exemple qui parle de la protection de la biodiversité. Et ici, on va voir toutes les parties, tous les segments finalement de rapports qui parlent de cette thématique-là, pour savoir peut-être qu'est-ce qu'on doit rédiger dans son rapport, par exemple, quand on est touché par cette problématique et cet enjeu-là. Donc c'est aussi une base de connaissances qui est assez riche, bien sûr pour des investisseurs, hein, des analystes, des utilisateurs finaux, mais finalement pour l'ensemble de la chaîne et du marché d'information. Alors il y a bien sûr quelques opportunités et quelques défis dans les utilisations de ces informations et de ces données-là. Les défis, ça va plutôt être la granularité, hein, typiquement récupérer des tableaux, de l'information plus granulaire dans ces tableaux-là, la traduction des notes qui peuvent être en anglais, le timing, parce que le rapport SF peut arriver un petit peu tard dans la chaîne, et bien sûr les opportunités, parce qu'aujourd'hui on a quand même pas mal d'historique, on a une qualité des notes qui s'améliore, ce qui rend le type de comparaison qu'on a pu voir vraiment possible et vraiment très intéressante, et l'application de nouvelles technologies. Comme on a cette masse de données, on peut appliquer toutes ces nouvelles technologies pour faire des recherches thématiques et sémantiques qui ont été automatisées. Mais je vais te rendre la main, Astrid, sur la partie digitalisation et conformité. Oui, pour parler rapidement finalement d'une autre vertu de la digitalisation, parce que finalement on voit souvent les F comme quelque chose un peu
bout de chaîne, alors qu'en fait, finalement, ça participe au process de qualité des états financiers. Et on l'a bien vu au cours des 3 dernières années, la digitalisation a vraiment fait progresser le format papier. Alors, ce n'est pas une révolution, évidemment, mais de façon marginale, il y a des présentations de format papier qui ont été un petit peu amendées pour à la fois mieux servir la digitalisation, mais aussi être plus conforme finalement aux IFRS, parce que pour que le format papier se prête bien au balisage, il faut qu'il soit en pleine conformité avec les IFRS. Donc, quelles sont ces vertus-là en termes de conformité? Tout ce qui va être mal présenté au niveau des états financiers, c'est retoqué très très vite une fois que c'est balisé. Il y a des contrôles de cohérence qui sont assez puissants qui peuvent être mis en place, donc des lignes de résultats globales qui ne sont pas au bon endroit, un écart de conversion qui est directement dans les capitaux propres, qui ne passe pas dans le résultat global, ça se voit tout de suite en ESEF, donc ça permet de se remettre sur des présentations beaucoup plus conformes. Pareil, quand on se pose des questions pour sélectionner la balise appropriée pour une ligne, ça fait se poser des questions sur le contenu effectif des lignes, et ça peut amener à présenter un peu différemment certaines lignes des états financiers. Les contrôles de cohérence, ces fameux calculs XBRL qui nous servent à vérifier que ces données sont dans le bon sens, qu'elles sont à la bonne échelle et tout, ça permet aussi de repérer certaines erreurs arithmétiques sur des tableaux de validation de capitaux propres, même en papier, donc c'est pas complètement inutile. Et on voit avec juste le balisage finalement des états financiers primaires qu'on peut aussi mettre en place des contrôles de cohérence. Par exemple, s'assurer de choses toutes bêtes, que le résultat par action dilué, il est bien inférieur au résultat par action de base, qu'on soit en profit ou qu'on soit en perte. On voit que ça peut quand même aider. Donc, c'est que les états financiers primaires, et on se dit que si demain, on a un peu de tagging détaillé qui est imposé au niveau des annexes, ça veut dire que ça va être exponentiel. Il va y avoir de plus en plus de contrôles de cohérence comme ça qui vont pouvoir être faits grâce à XBRL finalement sur les données des états financiers. Et puis au niveau des notes, c'est pareil, la digitalisation, ça peut permettre aussi de mieux positionner les frontières entre les états primaires, entre les notes, voire entre ce qui est donné comme information dans les états financiers versus d'autres parties du RFA. Ça peut permettre de se poser des questions sur l'exhaustivité des contenus. Quand il manque une balise obligatoire, ça peut vouloir dire qu'il manque un contenu qui, de fait, est obligatoire dans les états financiers. Et puis, ça peut amener aussi à changer un peu la présentation des notes. Quand on voit que dans une macro-balise, il y a tout un tas d'informations qui sont morcelées dans le rapport, ça peut se poser la question de est-ce qu'on ne devrait pas, pour être plus efficace en termes de communication, regrouper ces informations. Voilà, donc toutes ces pistes qui font que la digitalisation, c'est aussi de la montée en qualité finalement sur la partie papier. On arrive donc au bout de ce webinaire. Donc quelque part, ce qu'on se dit, c'est que cette campagne, elle a été bien meilleure en termes de qualité des données, que finalement, en termes de ce qui est déposé, on arrive à une qualité qui est bien meilleure. Par contre, ce qui reste à progresser, quelque part, c'est un peu et c'est normal, c'est tout le process. On est encore sur quelque chose de relativement nouveau. Par contre, il faut faire attention parce que ça y est, maintenant la machine est en route, les taxonomies, elles évoluent tous les ans, le RTS évolue, la digitalisation, elle va s'étendre aux informations de durabilité, et puis les normes elles-mêmes évoluent. On va passer à IFRS 18 pour la présentation des états financiers, il va y avoir beaucoup de choses à changer. Donc, on est dans une configuration où aujourd'hui, on arrive à avoir un niveau de qualité raisonnable à ISO périmètre, mais il va falloir finalement être capable de suivre toutes ces évolutions. Donc, ça veut dire qu'il faut que les processus s'adaptent, que les processus suivent, et que finalement, tout ça devienne business as usual pour que vous puissiez sereinement, finalement, incorporer toutes ces évolutions.
Merci Astrid. Donc j'espère que vous percevez à présent mieux tout le potentiel du format XBRL, en particulier ses capacités de benchmark. C'est intéressant évidemment pour les investisseurs, pour les analystes, pour nous en tant qu'auditeurs, mais bien entendu aussi pour vous en tant que préparateurs. Ça apporte énormément de valeur de pouvoir se comparer par rapport à vos pairs, en particulier lorsque les normes ne sont pas prescriptives. Et on l'a vu avec la démonstration d'Alexandre, c'est à la portée de tout un chacun. Alors tout ça, c'est possible parce qu'on arrive maintenant à un certain degré de maturité avec une qualité des données qui s'est améliorée sur ces 3 dernières années. Mais pour atteindre ce que je vais appeler le chemin haut, il reste encore une marche à franchir et il ne faut surtout pas sous-estimer 2 étapes ou 2 points résiduels. Le premier, c'est le processus de production amont. On est encore loin d'un fonctionnement que tu qualifiais, Astrid, de business as usual. Il reste notamment à mettre en place des procédures annuelles de mise à jour du format, et puis évidemment avec les contrôles qui vont bien. Et le deuxième point, c'est d'accepter, tu le disais également tout à l'heure Astrid, que la version officielle du RFA, c'est bien la version électronique. Alors il faut que cette version porte toute votre attention en termes de qualité, et évidemment la version PDF n'est qu'une reproduction. Alors c'est important que ces 2 sujets soient réglés au plus vite, parce que la réglementation, on l'a dit, avance très vite. Et vous le savez, la prochaine étape, c'est la digitalisation des informations de durabilité, avec son lot de nouvelles complexités. Alors notre recommandation, évidemment, c'est d'avoir intégré toutes les subtilités du reporting financier pour pouvoir aborder sereinement, j'allais dire, cette nouvelle grande marche qui s'annonce et qui concerne la CSRD. Alors, je jette un œil dans le chat, mais il me semble que nous n'avons pas de questions. Ah si, peut-être une dernière question qui arrive, c'est est-ce qu'on peut rappeler le logiciel utilisé pour faire la comparaison des données, celui que tu as utilisé? C'est le logiciel Lens de Corporatis. Qui est accessible pour tous les émetteurs. Pour tous les émetteurs, tout à fait. Et on vous invite à l'utiliser au plus vite. Ce webinaire est maintenant terminé. Je vous le disais en introduction. Il fera l'objet d'un replay qui sera disponible très prochainement. Et évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les adresser par email. Et on se retrouve très prochainement pour une 5e édition de notre série ESAF. À bientôt. Bonne journée. Merci, bonne journée. Merci.